Millionnaire invite sa femme de ménage à un bal de gala, comme une blague, mais sa performance fait pleurer tout le monde. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Les premières lueurs de l'aube caressaient les toits de Paris lorsque Camille Dubois ouvrit les fenêtres de sa mansarde. Son regard balaya l'horizon où la tour Eiffel se découpait comme une sentinelle de fer contre le ciel rosé. Ses doigts, fins et calleux, témoignaient de ses années de travail acharné. À 32 ans, elle portait sur son visage délicat les traces d'une beauté discrète et d'une détermination silencieuse que même les années de service n'avaient pu effacer. Le petit appartement sous les combles qu'elle occupait au dernier étage de l'hôtel particulier des Beaumont regorgeait de petits trésors, des partitions jaunies, un violon ancien, rangé dans son étui de velours usé, et des livres sur l'art lyrique empilés près de son lit étroit. Ces reliques d'un rêve abandonné semblaient la narguer chaque matin. L'air frais d'avril transportait les odeurs du printemps parisien, les marronniers en fleurs, le pain frais des boulangeries voisines dans le 16e arrondissement, et cette indéfinissable essence de la ville qui réveillait en elle une mélancolie familière. Dans la rue, en contrebas, les premiers passants se pressaient, insouciants du drame qui se jouait dans cette chambre modeste. « Mademoiselle Dubois, êtes-vous réveillée ?» La voix sèche de Madame Joubert, la gouvernante, résonna dans le couloir. « Monsieur Alexandre vous demande immédiatement dans le grand salon. » Camille ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Alexandre Beaumont, héritier d'une fortune immobilière et fils unique de la famille qui l'employait, ne convoquait jamais le personnel sans raison, généralement pour pointer une imperfection ou imposer un nouveau caprice. Le grand salon des Beaumont représentait tout ce que Camille ne posséderait jamais. Lustres en cristal de baccarat, meubles d'époque Louis XV, tableaux de maître et ce piano à queue Steinway qui semblait la narguer à chaque fois qu'elle l'époussetait, comme un rappel cruel de ses ambitions brisées. Alexandre s'y tenait, nonchalamment appuyé contre le manteau de la cheminée en marbre, un verre de cognac à la main malgré l'heure matinale. « Ah, Camille !» s'exclama-t-il avec ce sourire charmeur qui ne présageait jamais rien de bon. Ses yeux bleus, d'une froideur calculatrice, la détaillèrent avec amusement. « J'ai une proposition extraordinaire pour vous. » À ses côtés, deux de ses amis de la haute société parisienne ricanaient discrètement. Camille reconnut Victor Pelletier, héritier d'une maison de Champagne, et Sophie de Montferrand, socialite connue pour ses excentricités cruelles. « Dans 3 jours, poursuivit Alexandre, se tiendra le gala annuel de l'Opéra Garnier, un événement où se presse tout Paris. » Son regard s'illumina d'une lueur qui glaça Camille. « J'ai parié avec mes amis que je pourrais transformer n'importe qui en une dame de la haute société, et j'ai pensé à vous, ma chère Camille. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Les souvenirs affluèrent brutalement. Ce concours au Conservatoire de Paris qu'elle avait remporté à 18 ans, cette bourse prestigieuse qu'elle avait dû refuser après l'accident de ses parents pour subvenir aux besoins de son petit frère, ces années de sacrifice qui l'avaient menée ici, dans cette maison où elle servait ceux qui avaient eu plus de chance qu'elle. « Ce sera amusant », ajouta Sophie avec un sourire carnassier. « Personne ne croira qu'une simple domestique puisse se fondre parmi nous. Mais Alexandre est si persuasif et si généreux. Il promet de doubler votre salaire pour ce petit divertissement. » Camille resta immobile, partagée entre l'humiliation et une étrange tentation. Le gala de l'opéra, ce temple sacré où elle n'avait jamais mis les pieds malgré ses années d'études et sa passion dévorante pour le chant lyrique. L'ironie était cruelle, y entrer enfin, mais comme un sujet de moquerie. « Alors, qu'en dites-vous » insista Alexandre en s'approchant d'elle. « Une soirée à jouer les princesses avant de redevenir souillon? N'est-ce pas le rêve de toutes les filles dans votre situation ?» Les mots la blessèrent comme des lames, mais quelque chose dans cette proposition éveilla en elle une flamme oubliée. Une détermination nouvelle s'empara de Camille. Si elle acceptait, elle pourrait peut-être... Non, était impossible. Et pourtant, « J'accepte, monsieur », répondit-elle d'une voix étonnamment ferme qui surprit même Alexandre. « Mais à une condition. »
Les trois amis échangèrent des regards amusés. « Vous m'intriguez, Camille, dit Alexandre. Quelle pourrait bien être cette condition? Si je réussis à convaincre vos invités que j'appartiens à votre monde, articula-t-elle lentement, vous financerez les études de mon frère à l'université. » Un silence stupéfait accueillit sa requête. Puis Alexandre éclata de rire. « Marché conclu, après tout, il n'y a aucune chance que vous y parveniez. Mais j'admire votre audace. » Il tendit sa main vers elle. « Préparez-vous à la transformation de votre vie, ma chère. Dans 3 jours, vous découvrirez un monde qui ne sera jamais le vôtre. » Camille serra sa main, scellant un pacte qui allait bouleverser bien plus que ce qu'Alexandre Beaumont pouvait imaginer. Car ce qu'il ignorait, c'est que derrière la domestique discrète se cachait une femme dont la voix avait autrefois fait pleurer les professeurs du conservatoire, une voix qu'elle avait eue pendant 10 longues années, et qui n'attendait qu'une scène pour renaître. Les 48 heures qui suivirent le pacte avec Alexandre Beaumont transformèrent l'existence de Camille en un tourbillon vertigineux. Sophie de Montferrand, mue par une curiosité moqueuse, prit en charge sa métamorphose avec une précision clinique. Les meilleurs artisans de l'élégance parisienne défilèrent dans une suite du Ritz où Alexandre avait installé sa protégée pour l'expérience. « Redressez-vous » ordonnait Sophie, pendant qu'un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré ajustait une robe en soie bleu nuit sur le corps tendu de Camille. « Et cessez de vous recroqueviller comme une souris effrayée. L'aristocratie ne se cache pas, elle impose. Chaque heure apportait son lot d'humiliations subtiles et de remarques condescendantes. Madame Liancourt, professeure d'étiquette à l'ancienne école, tapait sa canne sur le parquet à chaque faux pas de Camille. Un pas, puis l'autre, jamais simultané. « Vous marchez comme une paysanne qui court après ses poules », s'exclamait-elle, provoquant l'hilarité d'Alexandre et de Victor, qui assistaient à certaines séances comme à un spectacle de cabaret. La nuit, seule dans cette chambre d'hôtel luxueuse dont le confort lui semblait indécent, Camille ouvrait la fenêtre sur l'avenue Montaigne et respirait l'air de Paris. Dans le silence, elle sortait discrètement son vieux carnet de partitions et murmurait des vocalises, retrouvant ces échauffements que son ancien professeur du conservatoire lui avait enseignés. Sa voix, d'abord hésitante comme un oiseau craintif, reprenait progressivement de l'assurance. Cette voix qu'elle avait enfermée dans une cage dorée de sacrifices et de renoncements, le soir du gala arriva enfin. Lorsque Camille émergea de la salle de bain de la suite dans sa robe haute couture, une création exclusive d'un grand couturier français, le silence qui s'abattit sur l'assemblée fut sa première victoire. Alexandre lui-même resta un instant sans voix devant cette femme qu'il ne reconnaissait plus. « Mon Dieu !» murmura Sophie. « Nous avons créé un monstre. » Son ton oscillait entre admiration forcée et inquiétude nouvelle. La voiture les déposa devant l'Opéra Garnier, ce temple de l'art lyrique que Camille n'avait jamais osé approcher depuis l'abandon de ses études. Elle, édifice majestueux de Charles Garnier, illuminé pour l'occasion, semblait l'appeler comme un amant perdu de vue. Le grand escalier, les dorures, les fresques, tout ce qu'elle avait étudié dans ses livres se matérialisait enfin devant elle. « N'oubliez pas notre Paris !» lui glissa Alexandre en lui offrant son bras pour gravir les marches. « Vous êtes désormais Camille Devreux, lointaine cousine de la famille Beaumont, récemment revenue d'un long séjour à Vienne. Votre père possède des vignobles dans la vallée du Rhône et vous avez étudié brièvement la musique. Je connais mon rôle, Alexandre, » le coupa-t-elle avec une assurance qui le surprit. Pour la première fois, elle l'appelait par son prénom sans le « monsieur » habituel. L'entrée de Camille dans la salle de réception suscita des regards curieux et appréciateurs. Sa beauté naturelle, magnifiée par l'élégance de sa tenue et cette posture qu'elle avait tant travaillée, attirait l'attention. Alexandre la guidait à travers les groupes, présentant sa cousine, avec un plaisir évident, savourant d'avance le moment où il révélerait la supercherie. Mademoiselle Devreux l'interpella une femme d'un certain âge, dont l'allure imposante et le collier de diamants signalaient l'importance. « Je suis Madame Winslow, directrice du Conservatoire national. Alexandre me dit que vous avez étudié la musique à Vienne. » Camille sentit son cœur s'arrêter.
Elizabeth Winslow, la légendaire soprano qui avait dirigé le jury lors de son audition. 14 ans plus tôt, la femme qui lui avait annoncé qu'elle recevait la bourse qu'elle avait ensuite dû refuser. « En effet, madame », répondit Camille, luttant pour maîtriser le tremblement de sa voix. « Mais il y a bien longtemps. La musique ne connaît pas le temps, ma chère. Elle attend patiemment que nous revenions à elle. » Son regard perçant semblait fouiller l'âme de Camille. « Votre visage me semble familier. » À cet instant, un homme à la carrure imposante rejoignit leur cercle. « Richard Beaumont », se présenta-t-il, « le père de notre hôte. Je vois que vous avez rencontré notre mystérieux invité. » Camille se figea. Le patriarche de la famille, qu'elle n'avait aperçu qu'à de rares occasions dans la résidence, ne l'avait jamais remarqué parmi le personnel. Il la fixait maintenant avec une curiosité non dissimulée. « Nous parlions justement de ses études musicales, » reprit Madame Winslow. « D'ailleurs, Richard, nous avons besoin d'une interprète pour remplacer au pied levé Mademoiselle Arnaud qui s'est désistée pour notre intermède musical. Peut-être votre invitée accepterait-elle de nous faire l'honneur de sa voix ?» Le piège se refermait. Alexandre s'approcha vivement. « Ma cousine est bien trop modeste pour… »« J'accepte », l'interrompit Camille avec une détermination qui surprit l'assemblée. Un murmure parcourut le cercle. Le jeune Beaumont pâlit visiblement, tandis que son père haussait un sourcil intrigué. « Parfait !» s'exclama Madame Winslow en frappant dans ses mains. Dans une demi-heure, après le discours du ministre, connaissez-vous O mio babbino caro de Puccini? Intimement, répondit Camille dans un souffle. Les 30 minutes qui suivirent s'écoulèrent comme dans un rêve. Alexandre tenta de la dissuader, oscillant entre menaces voilées et supplications. « Vous allez nous ridiculiser tous les deux » siffla-t-il en l'entraînant dans un coin. « Je ne vous savais pas si sotte. » « Je ne suis pas sotte, Alexandre. Je suis désespéré. » Son regard était celui d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. « Et vous m'avez offert une scène. » Lorsque Madame Winslow annonça l'interprétation exceptionnelle de Mademoiselle Camille Devreux, un silence poli s'installa dans la salle. Camille monta sur la petite estrade où l'attendait un pianiste. Elle ferma les yeux un instant, retrouvant cette concentration qu'elle avait cultivée pendant des années. Aux premières notes de piano, elle ouvrit les yeux et commença à chanter. Sa voix éleva d'abord comme une caresse, puis se déploya dans l'espace avec une puissance et une précision qui figèrent l'assemblée. L'aria de Puccini, cette supplication d'une fille à son père, prenait dans sa bouche une dimension bouleversante. Chaque note était imprégnée des années de silence, de sacrifice et d'humiliation. Le temps sembla suspendu. Plus personne ne bougeait, ne respirait. Des larmes silencieuses coulaient sur certains visages. Richard Beaumont lui-même, connu pour sa froideur légendaire, semblait profondément ému. Lorsque la dernière note S éteignit, un silence absolu régna pendant plusieurs secondes avant qu'un tonnerre d'applaudissements n'explose. Camille, comme sortant d'une transe, redécouvrit l'assemblée qui l'acclamait debout. Elizabeth Winslow fut la première à l'approcher, les yeux brillants. « Je savais que je vous connaissais. Camille Dubois, n'est-ce pas? La jeune prodige qui a disparu après avoir obtenu notre bourse d'excellence. Nous vous avons cherché pendant des mois. » Richard Beaumont les rejoignit, son regard allant de Madame Winslow à Camille avec une intensité troublante. « Qui êtes-vous réellement ?» demanda-t-il directement. C'est à ce moment qu'Alexandre, le visage déformé par la colère et l'humiliation, intervint. « Elle est notre femme de chambre, père. Était un pari, une plaisanterie entre amis. Je voulais prouver qu'on pouvait transformer n'importe qui en… » « Taisez-vous, Alexandre » l'interrompit son père, avec une autorité qui le réduisit instantanément au silence. Puis, se tournant vers Camille, « Est-ce vrai? Vous travaillez chez nous ?» Camille redressa les épaules, retrouvant cette dignité qu'elle sait était jurée de ne jamais perdre. « Oui, monsieur Beaumont. Depuis 8 ans, et vous étiez une élève du conservatoire. La meilleure de sa promotion, intervint Madame Winslow. Un talent comme on en voit un par génération. » Un murmure parcourut l'assemblée. L'histoire se répandait comme une traînée de poudre parmi les invités.
Pourquoi avoir abandonné? Demanda Richard Beaumont, son regard soudain empreint d'une curiosité sincère. Mes parents sont morts dans un accident. Mon frère avait 12 ans. J'y étais son seul soutien. Le silence qui suivit cette révélation était lourd de sens. Sophie et Victor, qui étaient approchés, échangèrent des regards gênés. Alexandre, lui, semblait transpercé par une réalisation douloureuse. « Et pendant 8 ans, vous avez travaillé chez nous, côtoyant notre piano sans que personne ne sache. » La voix de Richard trahissait une émotion inhabituelle. « Le talent trouve toujours son chemin, » déclara Madame Winslow, en posant une main sur l'épaule de Camille. « Ma chère, je vous offre une place dans notre programme spécial. Il n'est pas trop tard. » Richard Beaumont acquiesça solennellement. « Et je me chargerai personnellement des frais. C'est le moins que ma famille puisse faire après cette regrettable situation. » Alexandre s'avança, le visage défait par une confusion de sentiments contradictoires. Pour la première fois de sa vie, il semblait véritablement ébranlé, comme si un voile venait de se déchirer devant ses yeux. « Camille, je... » « Non !» l'interrompit-elle doucement mais fermement. « Pas maintenant, Alexandre. Certaines blessures demandent plus qu'une excuse improvisée. » Elle se tourna vers l'assemblée qui l'observait, suspendue à chacun de ses mots. Cette foule qui, 1 heure plus tôt, l'aurait à peine remarqué si elle leur avait servi du champagne. « Oh, je n'ai jamais cessé d'être qui je suis, » déclara-t-elle d'une voix claire. « Que je porte un uniforme de domestique ou une robe de haute couture. La différence, c'est que maintenant, vous me voyez enfin. 6 mois s'étaient écoulés depuis la soirée du gala à l'Opéra Garnier. Le soleil automnal dorait les feuilles des arbres qui bordaient l'avenue de l'Opéra, où Camille s'avançait d'un pas assuré. Elle portait un tailleur bordeaux élégant, son port de tête désormais naturellement altier. Dans son sac, la partition d'un air de Verdi qu'elle maîtrisait désormais parfaitement. Le programme spécial du Conservatoire national avait transformé sa vie. Sous la tutelle personnelle d'Elizabeth Winslow, sa voix avait retrouvé sa puissance d'antan, enrichie par une profondeur émotionnelle que seule l'expérience de la vie pouvait conférer. Ce soir marquait sa première grande représentation publique, un récital dans la petite salle de l'Opéra Comique, devant un parterre de critiques et de figures influentes du monde musical. En franchissant les portes de l'établissement pour sa répétition finale, elle aperçut une silhouette familière qui l'attendait. Alexandre Beaumont se tenait là, l'air étrangement vulnérable sans son arrogance habituelle. « Bonjour, Camille », dit-il simplement. Elle s'arrêta, surprise par cette apparition. En 6 mois, leur chemin ne s'était croisé qu'une fois, brièvement, lors d'une masterclass où il était venu avec son père. « Alexandre », répondit-elle avec une politesse distante. « J'ai appris pour ce soir. Je tenais à vous souhaiter bonne chance. » Il semblait chercher ses mots, lui qui autrefois les maniait avec une aisance cynique. « J'ai acheté un billet. Je serai là au fond de la salle. » Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et de possibilités inexplorées. « Vous savez, » reprit-il enfin, « mon père a créé une fondation pour soutenir de jeunes talents issus de milieux défavorisés. Il l'a nommée Fondation Dubois. » Camille leva un sourcil surpris. Richard Beaumont, l'homme d'affaires implacable, avait été profondément ébranlé par son histoire et sa prestation au gala. « C'est inattendu, » murmura-t-elle. « Comme beaucoup de choses depuis cette soirée. » Alexandre hésita, puis ajouta « Je travaille avec lui maintenant. J'ai abandonné mes fonctions décoratives pour m'impliquer réellement dans la gestion de nos affaires et de cette fondation. » Il y avait une sincérité nouvelle dans sa voix, comme si l'homme superficiel qu'il avait été commençait lentement à muer. « Je suis contente pour vous, » dit-elle avec une sincérité qui la surprit elle-même. « Ah, je ne cherche pas votre pardon, Camille, » précisa-t-il. « Certaines actions ne s'effacent pas avec des mots, mais je tenais à vous dire que vous avez changé quelque chose en moi. En nous tous, d'ailleurs. » Sophie et Victor avaient également été transformés par l'expérience. Sophie avait cessé ses mondanités vides pour se consacrer à la promotion d'artistes émergents, tandis que Victor finançait discrètement des bourses d'études. « Je dois y aller, » répondit Camille, en désignant la porte de la salle de répétition.
Merci d'être venu. Une dernière chose, dit Alexandre en sortant une enveloppe de sa poche. Votre frère a été accepté à l'école polytechnique. Mon père a personnellement appuyé sa candidature après avoir découvert ses résultats exceptionnels. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Thomas, son petit frère pour qui elle avait tout sacrifié, allait enfin pouvoir réaliser son rêve d'ingénieur. « Dites merci à votre père », murmura-t-elle, la gorge nouée. « Dites-le lui vous-même », répondit Alexandre. « Il sera au premier rang ce soir. » Quelques heures plus tard, alors que les lumières s'éteignaient dans la salle comble, Camille se tenait dans les coulisses, le cœur battant. Elle repensait au chemin parcouru, aux humiliations, aux sacrifices, mais aussi à cette extraordinaire renaissance que personne n'aurait pu prédire. Lorsqu'elle s'avança sur scène, le silence qui l'accueillit était celui du respect et de l'anticipation. Au premier rang, elle reconnut Richard Beaumont et Elizabeth Winslow. Au dernier rang, la silhouette discrète d'Alexandre. Sa première note S éleva, pure et claire, dans l'acoustique parfaite de l'opéra comique. Sa voix racontait une histoire, son histoire, faite de douleurs transcendées et de beauté retrouvée. Chaque phrase musicale portait en elle les échos de sa mansarde sous les toits, du piano qu'elle époussetait sans pouvoir y toucher, des rêves mis en sommeil, mais jamais vraiment abandonnés. À la fin de sa performance, le public se leva comme un seul homme. Les applaudissements déferlèrent en vagues puissantes, tandis que des larmes brillaient sur de nombreux visages. Camille s'inclina profondément, acceptant enfin pleinement qui elle était, non plus la domestique invisible, ni la cousine fabriquée pour un soir, mais simplement elle-même dans toute sa vérité. En quittant la scène sous les ovations, elle croisa brièvement le regard d'Alexandre au fond de la salle. Ni sourire, ni signe de reconnaissance. Juste ce regard partagé qui confirmait que certaines transformations, bien que douloureuses, étaient nécessaires pour que chacun trouve sa véritable place dans le monde. Dans sa loge, parmi les bouquets qui s'amoncelaient déjà, elle trouva une simple rose blanche accompagnée d'une carte à Camille Dubois, qui nous a appris que la vraie noblesse ne s'hérite pas, elle se gagne. Car au-delà des salons dorés et des noms illustres, était peut-être là la plus précieuse des héritages, la capacité de rester fidèle à sa propre musique intérieure, même quand le monde entier vous somme de vous taire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le pouvoir transformateur de l'art et la force de l'authenticité. Aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre la partition de sa vie. Commentez avec votre moment préféré et rejoignez notre communauté de rêveurs résilients qui, comme Camille, refusent de laisser les circonstances définir leur destin.